Bien mes chers amis, merci. Je suis très heureux évidemment d'être aujourd'hui avec vous. Nous nous retrouvions pour évoquer ce grand souffle d'espérance qui a été et que sera encore longtemps le Brexit. Et je voudrais d'abord vous dire, comme l'a rappelé Laura, mon étonnement. Mon étonnement de voir que Londres est toujours à 2 heures de train de Paris, que l'Eurostar fonctionne très bien, que l'Angleterre n'a pas disparu sous les eaux et qu'elle n'a pas été ravagée par une pluie de sauterelles. Je me réjouis peut-être un peu trop vite, et tout cela peut très bien arriver dès l'aube du 1er février, mais en vérité, je crois que nous n'avons aucune raison d'être inquiets. Les plus grandes instances internationales le disent désormais, aucune catastrophe économique majeure ne menace la Grande-Bretagne lorsqu'elle sortira effectivement de l'Union européenne. Dans le rapport qu'ils viendront, le Fonds monétaire international nous apprend que le Brexit, les Britanniques connaîtront même une croissance plus importante que celle de la zone euro, confortablement installée dans sa place de voiture-balai de l'économie mondiale. Confiant dans les ressources et les capacités de son pays, Boris Johnson annonce même une revalorisation du salaire minimum, ainsi que des investissements majeurs dans les infrastructures et les services collectifs du pays. Longtemps vu comme le pays du libéralisme triomphant, la Grande-Bretagne, en prenant conscience de l'importance des limites et des protections, se montre à la pointe de la modernité politique. L'histoire nous a montré que les innovations idéologiques partent souvent du monde anglo-saxon pour gagner la France et le continent européen. J'ose espérer que cette constance se vérifiera encore et que notre pays, la France, s'engagera très bientôt sur une voie similaire à celle empruntée par Boris Johnson. Rappelez-vous, durant la campagne des élections européennes, on nous a souvent accusés de jouer sur les peurs, de parler de choses qui n'allaient pas arriver, qui n'étaient que le fruit de notre imagination. Il est amusant aujourd'hui de voir que ce que nous prédisions depuis des années, voire des décennies, et notamment s'agissant des politiques d'immigration, s'est avéré vrai, tandis que nos adversaires se sont à peu près trompés sur tout. Et ce sont eux désormais qui jouent sur les peurs. Ce dont la campagne du référendum sur le Brexit a été l'illustration parfaite, par exemple, il y a les gentils prophètes de l'apocalypse que sont Greta Thunberg et les européistes, et il y a les méchants, nous les populistes. Mais la peur est peut-être la dernière cartouche qu'il reste à nos adversaires, eux qui voient s'effondrer sous leurs yeux tout l'édifice qu'ils avaient tenté de bâtir contre les peuples européens. On nous a aussi dit que la Grande-Bretagne s'apprêtait à quitter l'Europe, qu'elle allait larguer les amarres et se retrouver toute seule au milieu de l'Atlantique. Non, le peuple britannique ne quittera pas l'Europe, mais il se sépare du carcan qui était devenu pour lui l'Union européenne. Car ce peuple fait évidemment partie de la grande famille européenne. Famille querelleuse, certes, mais famille tout de même. Selon la très belle définition donnée par Paul Valéry, est européenne toute terre qui a été successivement christianisée, romanisée, soumise à la discipline et à l'esprit des Grecs. Je n'ai donc aucune inquiétude de ce point de vue. Nos voisins d'outre-Manche ne vont pas rompre du jour au lendemain avec notre civilisation commune. Depuis l'époque moderne, ils en sont l'un des moteurs essentiels, notamment dans l'élaboration des principes politiques dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. Et qui pourrait oser affirmer que l'Union européenne se place en protectrice de notre histoire et de notre identité? Tout prouve qu'elle est au contraire construite autour du remaniement de ses propres racines. Rappelons par exemple le refus d'inscrire la mention des racines chrétiennes de l'Europe dans le projet de constitution européenne. Comme l'a décrit Régis Debray, l'Union européenne aura été l'histoire de la sortie de l'Europe de sa propre histoire. Ce n'est pas à la construction européenne que nos dirigeants ont travaillé, mais à la déconstruction de nos nations et donc à la déconstruction de l'Europe. Il est d'ailleurs très symbolique de regarder les billets de la monnaie unique. Vous n'y verrez aucune trace de notre histoire, aucune trace de paysage, de mythologie, alors que le dollar américain glorifie ses pères fondateurs et son héritage religieux. L'un des messages du Brexit est donc aussi celui-ci. Lorsqu'on vous dit que vous allez sortir de l'histoire, vous êtes peut-être au contraire en train d'y entrer. Il ne faut pas mâcher nos mots. Le Brexit n'est pas un fait politique comme un autre. Il est tout sauf un événement anodin. Le Brexit est un véritable Big Bang historique. Un Big Bang car tout ce qui le précède est devenu obsolète. Un Big Bang car c'est un nouvel ordre qu'il nous appartient d'installer. Le Brexit nous a à tous adressé un message. Il nous invite à renouer avec ce qui a toujours fait la force et la noblesse de l'Europe, son goût pour la liberté. Le Brexit nous dit « N'ayons pas peur de la liberté. N'ayons pas peur de prendre en main notre destin. N'ayons pas peur de relever les défis du monde à l'échelle du cadre le plus adapté et le plus légitime qui soit, l'État-nation. » On nous répète depuis des années que nos pays ne sont plus à la hauteur, qu'ils sont trop petits, pas assez peuplés, qu'ils manquent de ceci, qu'ils manquent de cela. Cette absence de confiance en soi nous a conduit à déléguer toujours plus de nos pouvoirs à une structure supranationale et non démocratique. Mais pour quel résultat?
Qu'est-ce que l'Union européenne nous a concrètement fait gagner aux dépens de nos concurrents? Rien. Et je dirais même que nous avons été perdants. Car comment expliquer sinon ce paradoxe? Plus l'Union européenne s'est renforcée, plus elle a accumulé de prérogatives et plus les nations européennes se sont affaiblies. Le contrat passé avec Bruxelles a été un contrat perdant-perdant. Et les peuples sont d'ailleurs un excellent thermostat de ce décalage permanent entre la propagande européenne et la réalité quotidienne. S'ils accordent de plus en plus leur confiance aux forces nationales et souverainistes comme ici à Boris Johnson, c'est parce qu'ils ont bien compris que leur salut ne viendrait pas d'ailleurs, mais d'eux-mêmes et de chez eux. Non, les Britanniques n'ont pas fait une erreur en sautant du train. Ils ont tout simplement pris leurs précautions pour ne pas aller droit dans le mur vers lequel ce même train leur conduit. Comme je l'ai dit récemment dans l'hémicycle du Parlement, l'Union européenne nous a fait passer à côté de tous les grands enjeux du siècle. Elle est davantage préoccupée par les conditions de fabrication des fromages français que par les grands projets technologiques, civils, militaires de demain. Elle préfère s'immiscer dans les programmes scolaires des pays membres que de chercher à protéger nos économies ouvertes aux quatre vents de la mondialisation sauvage. Et elle s'intéresse davantage aux droits des minorités à l'autre bout du monde qu'à la manière de protéger les Européens du danger islamiste. Mais cela n'a finalement rien de surprenant. Nous ne pouvons pas attendre davantage d'une organisation qui a bien fait comprendre que la puissance n'était pas son problème, et que tout ce qui l'intéresse, c'est que les Européens demeurent de bons petits consommateurs et communient dans un universalisme abstrait. C'est l'une des nombreuses leçons du Brexit pour demain. Il va être l'occasion de prouver qu'être souverain, ce n'est pas être replié sur soi ou rabougri. Quelle méconnaissance faut-il avoir de notre histoire partagée pour croire que la souveraineté de chacun empêcherait la montée en puissance de tous? Que ce soit dans les arts, dans les lettres, dans les sciences ou dans les techniques, c'est toujours par la saine rivalité à laquelle se sont livrés nos pays que l'émulation a été possible et que l'Europe a été longtemps le moteur du monde. Bien sûr, cette concurrence a parfois tragiquement pris le visage de la guerre. Mais ce n'est pas certainement, il ne faut pas là, y voir la cause et la responsabilité des souverainetés. Les frontières, contrairement à ce que certains disent, sont une preuve de modestie. Elles montrent que nous ne sommes pas partout chez nous et que nous respectons nos voisins. C'est lorsqu'elles ne sont plus respectées que sonne la guerre. La guerre, ce n'est pas la souveraineté, ni même le nationalisme, comme pouvait le dire François Mitterrand, c'est l'impérialisme. Les élites européennes ont cru qu'elles éviteraient la guerre en bâillonnant les nations, en leur liant les mains par des traités dont finalement personne n'est aujourd'hui satisfait. Le Brexit doit être l'occasion historique de rabattre les cartes et d'aller vers une coopération nouvelle entre nations libres, souveraines et respectées. Pour affronter tous les grands défis mondiaux, ce ne sont certainement pas les ONG ou la gouvernance mondiale qui sont le plus adaptés, mais les nations. Prenons l'écologie qui, à juste titre, s'est imposée comme une préoccupation majeure pour nos concitoyens. C'est avant tout notre environnement proche, le local, que nous sommes prêts à protéger et à rendre durable. C'est pourquoi il ne sert à rien de déclarer la guerre de manière abstraite au réchauffement climatique ou de signer des pactes verts dont on oublie l'existence et les promesses au bout de quelques semaines. Le plus grand service que l'on puisse rendre à notre environnement, c'est de redonner ses lettres de noblesse au local, aux familiers, à la proximité. Tout le contraire de ce que propose aujourd'hui Bruxelles, enfermé dans la vision d'un libre-échange obsolète qui consiste à vendre des voitures allemandes pour que nous fassions venir massivement des produits agricoles du continent américain. Mais prenons aussi les technologies d'avenir. Alors que les projets à l'initiative de l'Union européenne sont inexistants, insuffisants ou insignifiants, tous les grands programmes européens qui fonctionnent sont et ont été le fruit d'accords et de coopération entre nations. Ça a été le cas d'Airbus ou d'Ariane. C'est lorsque chacun apporte ses compétences respectives et ses spécificités que s'opère l'alchimie. Et au contraire, l'esprit d'innovation est brisé lorsqu'il vient d'une structure qui cherche à aligner tout le monde sur le même modèle et les mêmes règles. On nous dit que la diversité est bénéfique quand il s'agit d'immigration, mais en matière industrielle et technologique, on cherche à tout prix à gommer cette diversité et à nous rendre identiques. Dans la nouvelle coopération qui doit s'ouvrir pour l'Europe, chaque pays devra détenir les rênes de sa puissance, afin que son économie soit robuste et agile, adaptée aux caractéristiques de son peuple et de sa géographie. Le Premier ministre Boris Johnson l'a bien compris, et il va se tourner vers l'atout majeur hérité de l'histoire qu'est le Commonwealth. En rompant avec les traités européens actuels, Londres renforce symboliquement son ambition océanique et mondiale, là où se situent les nouveaux enjeux de la puissance. Il en va de même pour la France, qui dans ce nouvel ordre voué à s'installer pourra faire valoir son fabuleux domaine maritime, le deuxième mondial et potentiellement le premier. Car c'est bien en France, et uniquement en France désormais, que le soleil ne se couche jamais. Et il est regrettable que nos dirigeants n'exploitent pas le potentiel gigantesque des fonds marins et des énergies maritimes.
ils sont certainement trop obsédés par la construction de routes à l'autre bout de l'Europe. Il ressort de l'ensemble de nos interventions un immense constat d'échec. L'Union européenne n'a pas été au rendez-vous. Par ses fondations incertaines, elle n'a cessé de prendre la mauvaise direction. Et plus elle court au désastre, plus elle accélère. Loin de prendre le Brexit au sérieux, elle ne propose que des évolutions cosmétiques, un peu de démocratie participative par là, une nouvelle commission par ici. Mais c'est tout l'édifice qu'il faut revoir, et c'est ce que nous proposons. En premier lieu, il faut en finir avec cette funeste Commission européenne, organe par excellence de la négation de la démocratie et de la volonté des peuples. Son pouvoir d'initiative doit lui être retiré pour être placé entre les mains du Conseil, là où les États-nations sont représentés par leurs propres dirigeants démocratiquement élus. La question n'est pas de savoir si cette révolution démocratique du projet européen aura lieu, elle est de savoir quand elle aura lieu. Si les dirigeants et les fonctionnaires européens ne se montrent pas à la hauteur des attentes profondes des peuples européens, s'ils n'écoutent pas les colères qui partout sont plus fortes, et donc s'ils n'agissent pas d'eux-mêmes, alors cette nouvelle coopération adviendra par la force des choses, car plus personne ne souhaitera se soumettre longtemps à leur diktat. Le Brexit est donc, mes amis, l'occasion de vérifier si oui ou non l'Union européenne est capable de lucidité. Comme vous le voyez, je suis résolument optimiste quant à l'avenir de nos pays respectifs. Vous avez eu, chers amis britanniques, à subir par le passé des défis bien plus grands que de savoir si vous serez capable de négocier des traités commerciaux intéressants. Le vent de l'histoire souffle de toute façon en votre faveur. Partout dans le monde, les peuples portent à leur tête des dirigeants résolus à protéger leur peuple, leur économie et leur identité. Rares sont ceux qui, à l'image d'Emmanuel Macron ou d'Angela Merkel, croient encore au vivre ensemble planétaire et à la pacification par la disparition des différences. Si Fukuyama pouvait annoncer la fin de l'histoire lorsque le mur de Berlin est tombé et que la guerre froide a pris fin, je crois qu'avec le Brexit, le retour de l'histoire est définitivement acté. Je vous remercie.